Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux 13 personnes qui nous regardent présentement et à tous ceux qui vont nous suivre maintenant et tantôt. Alors, je suis en ligne avec les gens de l'École secondaire publique de La Salle à Ottawa. Alors, moi-même, je suis Daniel C, conseiller pédagogique et jusqu'à l'an dernier, enseignant de La Salle en tant qu'enseignant de chimie. Je suis en compagnie de Marcel Morin, qui est directeur à l'École secondaire publique de La Salle. Avec Marcel à ses côtés, Carole Mire, qui est notre directrice du Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Nous avons aussi Mathieu Dehaye, qui est enseignant en sciences sociales et technopédagogue à l'école. Et à ses côtés, Charles-Philippe Bouffard, enseignant en sciences et bien dévoué à la cause. Alors, nous sommes sur la plateforme Blab, c'est-à-dire qu'on a une conversation pédagogique là, entre plus que 4 personnes. Il reste un siège de libre, alors s'il y en a qui veulent se joindre à nous à un moment donné pour contribuer à la conversation, libre à vous de le faire. Faites juste appeler, on pourra se joindre. Notre conversation sera d'une durée d'environ 25 à 30 minutes. Et je vous donne le sujet, comme ceci, et les thèmes qui seront abordés. Et ne vous gênez pas d'interagir avec nous via le petit chat qui est à votre droite. Ça nous fait bien plaisir de répondre à vos questions. Alors, je vous donne un petit peu le contexte de notre conversation et le thème. Alors, dans le contexte d'une école à vocation artistique telle que l'École secondaire publique de La Salle à Ottawa, où l'on retrouve des horaires flexibles et variés au niveau de nos élèves. Alors, comment pouvons-nous redéfinir nos approches pédagogiques pour répondre aux besoins particuliers de ces élèves? Donc, notre conversation portera sur des approches testées et approuvées. Notez aussi qu'on parle ici d'une vocation artistique, mais on pourrait appliquer le même système là, dans une école à vocation sportive ou encore au niveau du bac international. Donc, on a 3 grandes questions de prévues pour cette conversation. Puis, bien évidemment, dépendamment où ça va aller, on va peut-être l'ajouter en cours de route. On va regarder le contexte du point de vue de la direction, du point de vue de la concentration artistique et bien sûr, au niveau aussi du point de vue du prof, comment celui-ci peut s'adapter à cette réalité bien, bien particulière. Alors, je vais lancer la conversation. Alors, je vais inviter Marcel à un peu nous décrire le contexte bien particulier de l'École secondaire publique de La Salle, nous expliquer aussi comment la direction permet d'assurer ce leadership afin d'assurer la participation à la vocation aux activités de l'école, tout en maintenant une rigueur académique de la part de tous ses élèves. Alors, l'École secondaire publique de La Salle est une école de 1200 plus élèves. On est tout près du 1300 cette année, donc avec 72 différentes cultures sous un toit francophone. On est dans la capitale nationale et en plein centre de cette capitale nationale, qui veut dire que notre réalité est quand même assez particulière. On est une école à vocation artistique, donc tout près de 900 de nos élèves participent activement à une vocation pré-professionnelle au niveau des arts, un genre de conservatoire de façon professionnelle au niveau de l'Ontario. On accueille des élèves de partout l'Ontario. De plus à de La Salle, avec ce Centre d'excellence artistique de l'Ontario, nous avons également un centre de douance, donc tout près de 200 plus élèves doués, qui veut dire que ce sont déjà des enfants qui sont très habiles au niveau du contexte d'intelligence, mais qui ont également de grands défis à l'intérieur d'organisation, de structure et ainsi de suite. Et parce qu'on est 1200 plus élèves, on a tout près d'une trentaine d'équipes athlétiques. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? C'est que souvent, nos élèves ne se retrouvent pas nécessairement assis confortablement à leur pupitre en salle de classe. Nos élèves sont soit en prestation artistique, parce qu'on a 8 différentes concentrations artistiques à de La Salle, et on a 68 spectacles professionnels de la part de nos élèves. Et ça, ce n'est pas les spectacles qui viennent de l'extérieur, mais c'est bel et bien les spectacles où nos jeunes se produisent sur la scène de façon professionnelle. On a 40 plus sorties
éducatives par semestre. Et ça va autant du contexte social, athlétique, artistique. Et on a 22 équipes, 22 plus équipes athlétiques. Donc, nos jeunes, comme expliqué, ne sont souvent pas assis en salle de classe parce que le but de l'apprentissage n'est pas uniquement le contexte de la salle de classe, mais bel et bien l'ampleur et développer l'enfant dans un contexte holistique. On demeure une école performante. On a eu 99% au TPCL l'an passé, 100% au TPM également, 96% au niveau du taux de diplomation, qui veut dire comment est-ce qu'on s'assure quand nos enfants ne sont pas nécessairement assis devant nous, assis dans leur banc d'école, et qu'on est capable de maintenir des hauts taux de réussite auprès de nos élèves pour les préparer pour le post-secondaire et pour les préparer pour le marché du travail. Comment est-ce qu'on s'assure d'avoir un contexte scolaire qui garde la performance à son plein maximum, mais qui permet à l'enfant de participer où sa passion veut qu'il participe, autant dans le contexte athlétique, artistique, social. Bien, c'est là le grand défi et c'est là le but de cette conversation aujourd'hui, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on gère les choses à de la salle pour voir que quand le jeune n'est pas assis avec nous, il ne prend pas du retard et qu'on n'a pas un travail de surplus au niveau du membre du personnel pour pouvoir assurer les suivis de façon intensive avec les élèves de façon individuelle, surtout quand tu en as 1200 plus. Donc, Marcel, si je reprends la deuxième partie de la question, merci pour ce beau contexte. Au niveau de la direction, quel est le rôle de la direction à ce niveau-là pour maintenir ce leadership ou ce gros bateau là, dans la bonne direction, si on veut? Comme toute direction, un de nos premiers rôles, c'est d'assurer d'être le visionnaire qu'a besoin une école pour pouvoir cheminer vers une progression très habile dans ce scénario-ci. Donc, comme direction, on doit souvent placer la table pour assurer que tous les enseignants qui acceptent de travailler dans une école à vocation comprennent qu'une école à vocation n'est pas comme une école régulière et se doit d'avoir des systèmes et des approches très différents pour permettre à cette réalité-là de fleurir. Et on joue souvent avec cette belle petite phrase-là, on veut fleurir plutôt que subir. Donc, on ne veut pas subir aux conséquences du fait que les enfants sont ailleurs à faire de très belles choses, mais on veut fleurir avec les deux aspects. Donc, le concept du grand visionnaire devient important. D'où vient la réalité d'une planification stratégique, d'une formation intensive à l'intérieur au sein du personnel pour assurer cette réalité-là, et même de comprendre que ce scénario-là se vit en collaboration, et on a quand même 136 membres du personnel de la salle, en collaboration avec les 136 membres du personnel, du concierge à la secrétaire, aux membres du personnel enseignant, aux membres du personnel non enseignant, qui vient gérer cette réalité-là pour assurer le succès de tous. Merci beaucoup. Dans ce contexte-là, dans le fond, je vais peut-être passer à Carole qui va pouvoir un peu nous donner un aperçu d'un peu de la... Bonjour, Carole. Oui, ça va très bien, toi. Bien occupé? Oui. Oui. Oui, comme toujours. Oui, on aime ça comme ça. Carole, dans le fond, la deuxième question s'adresse un petit peu à toi. Je vais t'inviter à nous décrire un peu la réalité que vivent nos élèves, nous expliquer aussi comment l'école est en mesure de les appuyer au niveau scolaire, dans le contexte où ils ne sont pas toujours en salle de classe et même que souvent ils ne sont pas en salle de classe. Alors, comment est-ce qu'on est en mesure de les appuyer? Moi, ça fait 13 ans que j'observe cette situation et je dois dire que ça s'est beaucoup amélioré grâce à la communication puis grâce à la stabilité d'avoir un directeur d'école comme Marcel qui y croit. Donc, de là, ça aide beaucoup à ne pas toujours avoir à recommencer. Souvent aussi, nos jeunes se sentaient pris entre l'académique et les arts et les sorties, avoir peur de manquer la classe, avoir peur d'être traités différemment, avoir peur d'avoir un échéancier autre. Puis je pense qu'avec la technologie, maintenant, ça les appuie à descendre le stress qu'ils ont dans les échéanciers, mais ça, ce n'est pas une bataille gagnée encore. Parce qu'un enfant veut tout faire, mais il y a de la difficulté à avoir un échéancier différent des autres. Donc,
on lui permet, là, on a établi une feuille de devoir, de rattrapage, des travaux pendant la tournée. Puis là, l'élève le fait, mais si l'enseignant dit, OK, je vais être flexible, donc là, tu arrives vendredi, donc toi, ton échéancier ne sera plus le lundi, ça va être mercredi. L'enfant va parfois le faire quand même le lundi parce qu'il ne veut pas être traité différemment des autres en salle de classe. Fait que ça aussi, c'est un apprentissage que c'est pas parce que, et puis ça, c'est un débat que j'ai à tous les jours, que les élèves me disent, oui, mais madame, l'échéancier, cette journée-là, oui, mais toi, tu n'as pas eu le temps de salle de classe que les autres ont eu, donc tu as besoin d'avoir un autre session d'apprentissage. Tu n'es pas un autodidacte, tu as besoin de la leçon avant de réagir. Puis souvent, c'est là que la lacune est dans cette communication-là. Si on... Puis, dans le contexte de nos élèves, est-ce qu'ils ont la chance de faire leurs travaux en tournée ou ils font... Ça varie de la tournée. Lors des camps de leadership, moi, je reviens d'une tournée provinciale. Ce qu'on a commencé à faire, oui, le matin, on vérifiait les feuilles avant d'embarquer dans l'autobus si on partait une semaine. Puis là, on a commencé à mandater quelqu'un pendant la tournée, pendant les temps de devoir. Parce que veut pas, c'est le social aussi. C'est des adolescents. On a bien beau leur dire, ta feuille de devoir, c'est ton temps de devoir, mais quatre dans une chambre d'hôtel ou quand ils sont en situation, 200 jeunes de partout en Ontario, parfois les devoirs vont prendre le côté puis dire, je vais le faire samedi ou je vais le faire dimanche, puis oublie que samedi et dimanche, je travaille, tu sais. Donc, là, on revient d'une tournée dans le sud et dans le nord de l'Ontario. Quand c'était le temps de devoir, moi, je me mettais dans le foyer de l'hôtel, puis je disais, OK, tous ceux qui n'ont pas leur feuille de devoir, vous allez venir voir Mme Mire, puis là, on va écrire à vos profs, puis on va comprendre qu'est-ce que vous aviez à faire, puis comment je peux faire le suivi. Ça, mes collègues, ils ont apprécié ça. J'avais des courriels qui me disaient, merci du suivi, tel élève est venu me voir, c'est vrai, elle a ça, j'ai confiance, ou tel élève n'est pas venu me voir, j'ai un peu peur, peux-tu m'appuyer de ce côté-là? Donc, je pense que c'est juste aussi, entre adultes, on doit communiquer pour voir comment, il ne faut pas oublier que c'est des adolescents. Puis, des fois, ils ne font pas les bons choix. Des fois, ils font des extrêmement bons choix. Puis, parfois, il n'y a pas de temps en tournée pour faire les devoirs. Donc, c'est là qu'il faut qu'on s'ajuste. Mais je pense qu'entre adultes, si on communique bien les messages, on va y arriver. Mais les jeunes ont beaucoup, beaucoup de difficultés à planifier et à respecter les échéanciers parfois parce qu'ils ne voient pas la charge de travail que ça peut leur donner. Je pense que ça, c'est un travail qu'on a à faire comme adulte, comme pédagogue, c'est leur montrer à planifier, puis leur montrer à ne pas procrastiner et à attendre la dernière minute. Moi-même, comme adulte, je le fais, là, attendre la dernière minute. Hein? Je suis dans un cours universitaire, puis dimanche soir, j'ai rushé, là. Mais c'est l'humain. Même nous, on attend parfois à la dernière minute, oui. Puis, exactement. Ils ne sont pas plus différents que nous. Si nos élèves n'ont pas de temps en tournée, est-ce qu'il y a de l'appui qui est offert au retour? Okay. Oui, ça, c'est ce que j'ai commencé à faire avec les enseignants. On a embauché une enseignante. Français et anglais comme les langues, souvent, toute pédagogue qui est en tournée, on peut appuyer. Où est-ce qu'on trouvait qu'on avait plus de difficultés? C'était avec sciences, mathématiques. Donc, parce que la notion, si on manquait le lab, si on manquait la notion en classe, c'est là que le jeune prenait du retard. Donc, nous, à tous les lundis, de 3h30 à 5h30, on a une enseignante qui est dans mon bureau, qui accueille de la 9e à la 12e année des élèves qui ont manqué des notions. Puis, sont rentrés avec une période MHS, bien, pas une période MHS, mais on a le droit du tutorat puis de l'enseignement avec la MHS. Là. On a gagné du temps de ce côté-là. Puis, les élèves, à tous les lundis soirs, sont là. Les profs de mathématiques donnent beaucoup de leur temps à l'heure du midi aussi. Puis, ils ont commencé à ne pas donner le test si le jeune n'est pas prêt. Ils vont le donner quand le jeune est prêt, puis quand il a suivi, quand il a les notions. Puis, il dit, regarde, tu étais parti, tu as donné. On va voir quand tu vas être prêt, quand tu vas être prêt, on va te donner le test. Excellent. Ça, je trouve ça génial. Ben, c'est bon. Puis, c'est une bonne suite parce que je pense que je vais passer à Mathieu et à Charles-Philippe parce que dans ce contexte-là, comment eux s'adaptent. Parce que là, Carole, tu parlais un peu de les tests qui ne sont pas en même temps que les autres, les travaux qui ne sont pas en même temps que les autres. Comment ça influence l'enseignement en salle de classe, l'apprentissage des élèves, comment les profs peuvent s'adapter à cette réalité qui peut être un peu déstabilisante d'avoir nos élèves qui ne sont pas tous au même endroit dans leur apprentissage. Donc, je vais passer la conversation à Mathieu. Alors, Mathieu, notre question officielle, dans le fond, c'était dans ce contexte, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter? Comment est-ce qu'on adapte nos approches pédagogiques afin de demeurer efficace et de répondre aux besoins des élèves qui sont pas tout le temps en salle de classe et souvent à l'extérieur de la salle de classe. Peut-être que Carole ou Marcel, si vous avez été témoin d'adaptation que les profs ont fait
peut-être nous en faire part un peu aussi? Bien, il y a 2 enseignantes en anglais cette année, 2 nouvelles enseignantes que j'ai trouvées géniales, que je suis presque tombée en bas de ma chaise parce que eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient regardé, nous, on fait notre calendrier début octobre jusqu'à la fin juin. Donc, tous les enseignants peuvent savoir exactement ce qui se passe au CEA, puis quand on va partir en tournée, en voyage, en camp, peu importe, compétition. Puis ces 2 enseignantes-là, ils ont regardé au 2e semestre notre échéancier, quel élève, de quelle concentration ça pourrait être parti. Puis, on dit, OK, ce projet-là, ça devient un projet autonome. Ça va être le jeune qui va décider quand il va le faire. Est-ce qu'il va le faire quand une partie est partie en tournée? Ça va être à eux de le gérer dans leur horaire. Puis ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'on doit tout apprendre à gérer nos horaires, peu importe. À l'université l'année prochaine, ils vont avoir à jongler plein de choses. C'est ça, la beauté de ce qu'on fait. Donc, ça, j'ai trouvé ça génial de leur part. La feuille de devoir, si on fait les bons suivis, si on communique adéquatement ensemble, puis qu'on est là pour le jeune, je pense que c'est la clé du succès. Oui, je pense que Marcel veut dire quelque chose. Je pense qu'il y a d'autres réalités avec le contexte numérique aussi qui permet certaines flexibilités à distance. Donc, l'élève qui n'est pas nécessairement assis à son siège dans la salle de classe peut quand même suivre à distance sous différents volets. On a une enseignante en éducation physique au niveau plein air, au niveau de conditionnement physique, qui s'est permis de faire un blog avec ses élèves. Puis les élèves font de l'activité physique comme des raisons durant leur journée, lorsqu'ils sont en tournée, et c'est documenté via le blog où l'enseignante en a accès. Et à partir de là, peut quand même aller évaluer certaines attentes. Donc, le jeune n'est pas nécessairement obligé d'être physiquement assis devant elle dans ce scénario-là pour gérer ce suivi-là. Parce qu'on a quand même des adultes responsables en tournée qui accompagnent les élèves et la documentation se fait d'une autre façon. Mathieu tente de nous reconnecter, donc on va espérer que ça fonctionne. Mais Marcel, ou peut-être Carole, au niveau des évaluations, OK, j'imagine que ça demande une certaine flexibilité là aussi de la part de la direction d'adapter ces évaluations. Puis je peux passer dans le contexte d'un bulletin. Des fois, là, on a besoin d'avoir un certain nombre d'évaluations, etc. Bonjour, Marcel. Alors, tu peux y aller. Suite à la question de Daniel, ce que moi, les genres d'adaptation qui ont été faits en salle de classe, c'était surtout de donner accès aux notes, aux informations pertinentes dans le cours. L'idée que c'est le prof qui est le maître de toute la connaissance et qui doit transmettre toutes les connaissances aux élèves, je pense que c'est une idée qui commence à faire son temps. Puis que les élèves deviennent de plus en plus autonomes puis de plus autonomes dans leur apprentissage. Fait que moi, je leur donne au fait le maximum d'opportunités d'avoir accès aux informations qu'ils ont besoin pour le cours, pour les notes, pour tout ce qu'ils ont besoin dans l'unité dans laquelle ils sont en train d'étudier. L'outil par excellence en ce moment que j'utilise, c'est Google Classroom. Alors pour moi, c'est vraiment simple de juste déposer des documents, déposer des liens Internet, déposer des liens vidéo, déposer des petites notes, des petits messages, des rappels pour que les élèves puissent se garder à jour. Ils peuvent y accéder quand ils veulent. Ils peuvent me communiquer via la plateforme. Ils peuvent poser des questions à d'autres élèves dans la classe via cette même plateforme-là. Alors, ils peuvent s'aider entre eux, quoi qu'ils ne font pas souvent. Ils se fient souvent à moi en ce moment. Autre que ça, je suis en train d'explorer davantage la plateforme D2L. Je n'ai pas encore mis ça en ligne officiellement. Je n'ai pas encore donné accès aux élèves encore officiellement. Mais ça va être une prochaine étape pour moi pour l'avenir, pour que les élèves puissent devenir de plus en plus autonomes dans leur apprentissage, puis qu'ils puissent suivre le cours et se garder à jour dans les cours malgré les absences. Un de nos gros défis, Daniel, que je veux juste rajouter, qu'on constate, puis même Mme Routier avec les sports, puis avec les matières, ce qu'on veut faire depuis un bout de temps, mais on ne se donne pas le temps, puis là, il faut arrêter le temps, on veut le faire en septembre, c'est de faire de la planification avec nos élèves. Donc, souvent, nos jeunes vont être dans l'équipe d'impro, ils vont être dans une équipe sportive ou athlétisme, ils vont être en théâtre, puis ils ne réalisent pas qu'au mois de mai, ils vont être dans les 3 en même temps. C'est là que j'appelle le drapeau rouge. Là. Donc, tu peux le voir, ce drapeau rouge-là, si tu planifies bien tes choses. Puis avec l'agenda Google, avec différentes couleurs, on veut leur donner
parce que ce que j'ai réalisé l'année passée grâce à un élève, c'est dit, oui, mais comment l'as-tu pas vu? Tu avais toutes les dates, on t'a toutes donné. Les personnes m'ont montré comment planifier, madame. Puis ça, moi, ça a été ma force parce que je suis régisseur. Donc, j'ai appris ça en théâtre, à comment planifier. Je pense que nos tunes ont besoin de ça. Ils ont besoin d'apprendre à planifier. Puis ça, à l'université, si tu n'as pas appris ça au secondaire, ben, tu apprends sur le top et tu apprends vite. Donc, c'est la même chose. Je pense que c'est un outil indispensable. Puis là, on voit Charles-Philippe qui est là. Donc, je vais lui donner un peu la parole, voir un peu comment... Comment je me sens dans tout ça? Je me sens quand même relativement bien. Honnêtement, ce que je pense que j'abonde un peu dans la même direction que Mathieu par rapport au rôle qu'on comprend. L'enseignant maintenant, c'est plus la personne en avant qui est le réceptacle du savoir. C'est rendu plus une personne qui sait plus vers dans quelle direction on se dirige. Il est capable de s'assurer d'agir plus comme un facilitateur puis comme un guide où est-ce qu'on fournit l'information nécessaire. On sait quelles sont les choses que les élèves doivent apprendre, comment ils doivent le faire pour se permettre justement d'avancer, de cheminer ensemble. L'idée, c'est de transporter la responsabilité, à donner ce sens de responsabilisation-là aux élèves, de manière à ce que c'est eux qui prennent charge qu'est-ce qu'ils ont à faire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit cette information-là. On est là pour les appuyer tout au long du processus, mais notre rôle n'est plus ce que c'était avant. Les anciens modèles qu'on avait, où ce que le prof en avant, il parle, il dit ce que tu as à faire, voici ce que tu as besoin d'apprendre, ferme-toi, écoute ce que je dis, apprends, crache-le sur le test. C'est pas ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'on a besoin dans notre monde présentement. On a besoin des gens qui sont capables de faire plus que ça. Donc, ultimement, ce qu'on essaie de faire, ce que j'essaie de faire dans ma salle de classe, c'est de fournir cette information-là. La plateforme que moi j'utilise, c'est, j'utilise surtout D2L présentement pour ce qui est de fournir toutes les informations nécessaires pour les cours. Donc, mes élèves, quand ils rentrent, ils me disent, monsieur, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Voici la liste d'exercices que tu as besoin de faire tout au long du semestre. Ils commencent le cours, ils ont tous les exercices du semestre déjà placés qu'ils ont besoin de faire pour chacun des modules. Évidemment, ils n'ont pas encore la matière nécessairement pour le faire. Mais l'idée, c'est qu'à fur et à mesure que le temps peut avancer, ils me disent qu'est-ce que j'ai à faire. Tu peux faire cet exercice-là, cet exercice-là, cet exercice-là. Voici tout le matériel dont tu as besoin pour pouvoir le faire. Moi, ensuite de ça, avant qu'ils quittent ou après qu'ils reviennent, j'utilise une politique en salle de classe qui est une politique de porte ouverte. En gros, ma stratégie, c'est simple. C'est si je suis à l'école, tu cognes à ma porte, je suis disponible dans la mesure du possible. Ça, c'est le rôle que j'ai choisi d'utiliser en salle avec mes élèves. Ce qui veut dire que si mes élèves arrivent sur un heure de dîner et je suis en train de manger mon lunch, je me lève et je leur dis, je mange mon lunch avec vous autres, venez-vous-en, on travaille là-dessus. Ce que je fais en faisant ça, c'est que c'est pas moi qui leur cours après, c'est eux qui viennent me chercher, mettant la responsabilité de leur apprentissage dans leurs mains à eux. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas dire, monsieur, tu n'étais pas là. C'est pas vrai, je suis là. Viens me voir. Si tu cognes à ma porte, je ne te dirai pas non. À moins que j'ai absolument pas le choix ou que j'ai d'autres responsabilités à faire. Mais en gros, je suis toujours disponible. Les élèves le savent très clairement, puis il y en a plusieurs qui en bénéficient. Il y en a d'autres qui bénéficieraient d'en utiliser un peu plus souvent, bien sûr. Donc, l'idée, c'est que c'est un peu cette optique-là. En donnant le travail à l'avance, en donnant qu'est-ce qu'ils ont besoin à l'avance, les jeunes peuvent s'approprier qu'est-ce qu'ils ont besoin. La réalité, c'est qu'on a à peu près 90 jours enseignants dans une salle de classe. Là-dessus, on s'inclut les examens à la fin d'un semestre. Si on enlève ça, il nous en reste réellement à peu près 80 peut-être avec des activités normales dans les écoles. Si mes élèves en manquent entre 12 et 14 dû à des sorties, en moyenne, dépendant des concentrations, ça veut dire que je dois enseigner le même cours en 70 périodes. Donc, à quelque part, je dois changer la façon dont je véhicule l'information. Puis, ce n'est pas de le faire de manière condensée, parce que j'ai des élèves dans ma classe qui, eux, ne sont pas dans cette situation-là, qui, eux, vont utiliser 80 périodes pour faire le cours. Donc, l'idée, c'est que je ne dois pas condenser, je dois changer le véhicule que je vais utiliser pour que la même quantité d'informations soit véhiculée de manière plus efficace pour ces élèves-là. Ce qui veut dire qu'ils peuvent ou prendre l'avance ou, à la limite, se rattraper par la suite. L'autre stratégie, c'est de développer un peu une espèce de flexibilité, un peu comme une ballerine le fait. Donc, il est capable de faire la split. Ce n'est pas une mauvaise stratégie, dans le sens que si je suis capable de m'asseoir et de dire, OK, mon élève rentre, et le tout change et ça bouge, et ils ont toujours des dates différentes de remise pour les différents travaux. Ma stratégie, c'est quand tu es prêt pour écrire ton test, quand tu es prêt pour remettre ton travail, tu me remets ton travail. Ce qui veut dire que je dois accepter comme prof, comme enseignant, que je ne suis plus toujours en contrôle de la date de remise d'un travail ou de la date d'un test. Ça devient plus une suggestion que n'importe quoi d'autre, franchement. Être prêt à accepter ça, c'est pas facile nécessairement pour tout le monde. Oui. Comment partages-tu ta façon? Tu sais, il y a des enseignants, dépendant de la génération qu'on vient, sont habitués d'avoir toute leur salle de classe, puis c'est à nous, puis c'est mes élèves. Mais toi, comme jeune
prof, comment partages-tu ton beau message que tu dis « J'aurai jamais tous mes élèves devant moi ». Donc, je trouve une façon de les appuyer. La première façon de le faire, c'est de démontrer que tu es capable d'avoir des réussites. Donc, c'est y aller par exemple. Tu le fais toi, tu te montres comme étant un exemple, comme de quoi que ça peut fonctionner. Une fois que quelqu'un voit que ça peut fonctionner, c'est pas juste dans l'imaginaire, où est-ce qu'on dit que c'est hypothétique, c'est beau, ça serait un bel idéal, mais voir que bel et bien que ça peut fonctionner, que oui, ça demande un peu de travail, mais ça va fonctionner ultimement. Une fois que les gens voient ça, ils disent, OK, peut-être que je peux peut-être changer mes affaires. Ils disent, OK, Charles, qu'est-ce que toi tu fais pour réussir à faire ça? Et là, je peux leur montrer. Tu ne peux pas commencer à se montrer quelque chose qui ne convainc pas que ça peut fonctionner avant. Ça prend quelqu'un en premier pour pouvoir montrer, faire le premier pas. Une fois que ça c'est fait, les gens peuvent suivre et emboîter le pas pour faire cette espèce de petite vague de changement-là. Puis c'est un peu l'attitude que j'ai choisi de prendre. Je me suis dit, je dois m'adapter face à la situation. Ça va arriver. Donc, je m'adapte, je prends le pas à l'avance maintenant, au lieu d'être pris à courir après en arrière ensuite. Donc, maintenant, une fois que ça c'est fait, je peux montrer aux autres, voici comment est-ce que je me suis pris pour m'en sortir. C'est une suggestion. Qu'est-ce que vous en pensez qu'on essaye ça pour ce module-ci ou cette activité-là? Une fois que les gens voient, ça peut faire effet boule de neige. Ça prend des réussites. C'est ça que ça prend pour commencer. Une fois qu'on a les réussites, le reste. Merci beaucoup, Charles, pour ça. Je ne sais pas, pour clore cette conversation, je ne sais pas si Marcel voulait dire un petit dernier mot. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de la question. Merci beaucoup. Alors, nous, c'est ça. La réalité, c'est que nous sommes une école en croissance. On est une école à vocation artistique pré-professionnelle sur la scène provinciale. Donc, si à partir de demain, je vais avoir plus d'élèves dans mon école, il faut que le personnel accepte que demain, je risque d'avoir encore plus d'élèves qui vont être absents de ma salle de classe parce qu'on participe à des belles activités, et ce, sur le plan local, régional, provincial, national et même international. Si on accepte cette prémisse de base-là, à partir de là, on doit, comme équipe, se rencontrer, jaser et développer un système qui va venir appuyer l'élève en salle de classe, mais qui ne sera pas une charge de travail supplémentaire pour le membre du personnel qui est dans l'école à appuyer cette équipe-là. Et c'est réellement le but de notre projet, c'est de voir à comment est-ce qu'on développe un système qui devient plus efficace, plus ouvert et où l'enfant n'est pas obligatoirement obligé d'être devant moi. Merci beaucoup pour cette belle conclusion, Marcel. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question. Alors, notre conversation se voulait brancher sur mon apprentissage en tout temps. Puis je pense qu'on peut vraiment dire que nos élèves à De La Salle, ils sont branchés, puis ils sont branchés sur leur apprentissage en tout temps, puis qui ont accès à des profs dévoués, qui sont flexibles, qui sont en mesure de s'adapter. Puis comme Carole disait, je pense qu'au niveau de la communication, de l'organisation, ça demande beaucoup de travail, mais je pense que nos outils technologiques vont pouvoir nous appuyer à ce niveau-là, au niveau de l'organisation puis de la communication.